Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Anne-Manuelle Gaillet qui est avocate au barreau de Paris, mais également avocate au barreau de Milan. Elle est avocate associée au sein du cabinet Pirola Penuto Zei et vice-présidente de la Chambre de commerce française en Italie. Je suis Anne-Manuelle Gaillet, donc je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de Milan. Je suis en réalité installée en Italie depuis près de 30 ans maintenant. Je suis également vice-présidente de la Chambre française de commerce en Italie. Je suis très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui parce que vous avez un profil qui est un profil international entre la France et l'Italie. Et finalement, je constate que malheureusement, dans notre profession d'avocat, il y a peu d'avocats qui ont des profils réellement internationaux. Souvent, les directeurs juridiques avec lesquels on échange sont plus internationaux que leurs conseils. On a échangé ces derniers temps et on a fait des épisodes avec notamment Laure Lavorel, qui travaille chez Broadcom, qui est une société américaine, qui a une vision très internationale du droit et en particulier de la force majeure. Et on a fait 2 épisodes aussi récemment avec Philippe Cohen, qui est directeur juridique du groupe Disney, ou encore Franck Rimbaud, qui est directeur juridique social du groupe Air France. Et ce que je constatais, c'est que leur vision de la crise et des impacts juridiques ou des instruments juridiques dont on peut se servir dans le cadre de cette crise est beaucoup plus internationale que ce que j'ai pu entendre du côté des avocats et des conseils. Et donc je pense que votre profil est particulièrement intéressant car il a une vision transversale entre la France et l'Italie. Alors quel est l'intérêt de l'internationalité ? Probablement de nourrir la réflexion en matière juridique et les instruments dont on peut se servir, notamment contractuels en France, avec l'expérience qui a été faite dans les pays étrangers. Alors, c'est là que se manifeste, je dirais, le lien, un certain lien qu'il y a entre le droit français et le droit italien, qui sont cousins, parce que le code civil italien de 1942 était un peu reproduisait en bonne partie le code Napoléon, lequel était basé sur le droit romain. Donc, on n'est pas dépaysé. Disons, quand on passe du droit français au droit italien, on n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé, mais il y a des différences, et il y a quand même des différences assez significatives. Bon, en France, vous avez évoqué la force majeure, donc, qui est prévue par le code. En Italie, la force majeure n'est pas un moyen d'extinction de l'obligation contractuelle prévue par la loi. Dans la jurisprudence et la doctrine aussi la reconnaissent, mais disons que ça n'est pas un moyen qui est prévu par la loi. On va plutôt trouver dans le code civil italien des domaines un peu d'application, de circonstances qui peuvent être qualifiées de force majeure. Donc on va par exemple trouver comme moyen de mettre un terme à une obligation contractuelle ou de la suspendre. On a deux outils, 2 mécanismes, celui de l'impossibilité survenue et celui de l'excessive onérosité. L'excessive onérosité, donc on verra qu'elle se rapproche un peu de l'imprévision de droit français. Alors l'impossibilité survenue, en fait, c'est l'impossibilité qui survient, donc se manifeste après la conclusion du contrat. Elle se rapproche de la force majeure parce qu'il faut évidemment qu'elle soit postérieure, qu'elle soit irrésistible, qu'elle ne dépende pas, qu'elle soit extérieure au débiteur de l'obligation, donc qu'elle ne soit pas de son fait. Et dans ce cas-là, il peut y avoir impossibilité temporaire ou impossibilité définitive. Je prends pour exemple impossibilité définitive. Le pianiste qui devait faire un concert, qui a eu un accident de voiture et qui a perdu une main, dans une impossibilité définitive de fournir la prestation. Et on est assez proche de la force majeure là, parce que... Exactement, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas le terme de force majeure prévu tel quel dans le code civil, mais on a des outils et des mécanismes encadrés de façon bien précise qui peuvent être des causes d'extinction
de l'obligation contractuelle, donc ça va être l'impossibilité définitive qui va éteindre l'obligation contractuelle, ou bien alors une impossibilité temporaire qui va par exemple justifier un retard et faire que le retard n'est pas fautif. Par exemple la grève ou par exemple une crise sanitaire avec une fermeture qui ne permettrait pas à une entreprise de fabriquer des produits et de les livrer, mais parce que l'entreprise a dû être fermée en raison du fait du prince. On connaît aussi en droit italien le concept de factum principe, le fait du prince, donc qui va s'appliquer dans ce cas d'impossibilité temporaire ou définitive. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est celui qu'on appelle l'excessive onérosité. Et l'excessive onérosité va plutôt s'appliquer, je dirais, pour des contrats à exécution continue, dans le temps, comme les baux, par exemple. Donc, dans ce cas, si ça se rapproche de l'imprévision de droit français, parce que il faut un événement qui survient après la conclusion du contrat et qui soit également indépendant, hors du contrôle du débiteur de l'obligation, et qui aboutisse à ce que l'exécution du contrat devienne excessivement onéreuse pour le débiteur de l'obligation. C'est les mêmes termes que l'article 1515. La prévision. Hein. Oui, mais la solution est différente. La solution est différente puisqu'en droit français, on va quand même très loin puisqu'on va donner la possibilité de demander au juge de modifier le contrat. Il faut le faire quand même. En droit français, on attache beaucoup d'importance au fait que le contrat fait la loi des parties. Oui. Alors, donner au juge la possibilité de modifier le contrat, c'est quand même très très fort. Oui. En Italie, on va donner la possibilité à la partie débitrice de l'obligation devenue excessivement onéreuse dans son exécution de demander la résolution du contrat, pas sa modification. Donc, c'est plus rare, mais la résolution du contrat. Et l'autre partie, mais seulement l'autre partie, peut, pour y échapper, proposer une modification des conditions contractuelles pour les ramener à un niveau équitable. Donc, le juge reste un peu un spectateur. C'est-à-dire que le juge ne pourra que prononcer la résolution si l'autre partie, si elle souhaitait que le contrat se poursuive, n'a pas ramené à une situation d'équité. Je trouve assez intéressante cette disposition, parce que ça évite d'avoir je dirais une introduction, une entrée un peu arbitraire d'un juge dans une relation contractuelle. Or, on met la partie qui est objet de la demande de résiliation du contrat, si elle souhaite que le contrat se poursuive, on la met dans une situation de devoir proposer, de ramener les conditions contractuelles à une situation d'équité, de façon à éviter la résolution. Ce que je trouve intéressant, pour faire un commentaire là-dessus, ce que je trouve très intéressant sur ce dispositif-là, qui pourrait, c'est d'ailleurs l'intérêt du droit comparé, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place dans des contrats, par exemple de droit français. Et on pourrait encadrer l'imprévision avec ce type de stipulation-là, avec des stipulations qui suivent ce mécanisme-là, qui me fait penser un petit peu, vous qui faites beaucoup de fusion-acquisition, il y a ces clauses qu'on voit parfois, notamment en corporate immobilier, où on a la possibilité pour l'un des actionnaires de proposer à l'autre de lui racheter à un prix donné. Par exemple, un prix par action. Et le récipiendaire de cette offre a la possibilité soit de vendre à ce prix, soit d'acheter les parts de l'autre à ce prix. Donc ça veut dire que on organise une forme de... Il peut pas donner un prix trop bas, parce que s'il donne un prix trop bas, il risque de se faire acheter trop bas. Exactement. C'est vraiment un truc de jeu de poker, quoi, ou de belote. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser vraiment à ça, c'est-à-dire, je te propose la résolution du contrat, mais tu peux me proposer en retour une modification de ces termes contractuels. Donc c'est vraiment c'est entre une clause de rendez-vous et puis une clause de proposition réciproque, quoi. C'est très intéressant comme mécanisme et alors moi je suis en plus médiateur au centre de médiation et d'arbitrage, donc on prévoit toujours des clauses de médiation, mais les clauses de médiation elles disent bon, allez voir un médiateur et puis voilà. Là c'est une espèce d'escalade, c'est une espèce de clause d'escalade qui gère l'imprévision. C'est très intéressant parce que comme vous le disiez très justement, il n'y a pas beaucoup les MAC clauses ou les clauses de force majeure qui encadrent la force majeure ou qui encadrent l'imprévision sont des clauses qui généralement sont peu négociées et sont très standards parce que on n'a pas connu énormément d'événements qui justifient qu'on les négocie énormément, en tout cas récemment. Et donc finalement on n'est pas très producteur de dispositions ou de stipulations intéressantes sur ce sujet-là. S'inspirer du droit comparé, ça peut être une source d'inspiration intéressante. Ouais. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'évidemment, on est en matière contractuelle, et en matière contractuelle, il y a quand même une large place qui est laissée à l'autonomie des parties, et donc ce sont des mécanismes résiduels, c'est-à-dire que ce sont des mécanismes auxquels les parties peuvent déroger. Et
c'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans la prévision, que malheureusement, je dis malheureusement parce que, notamment en matière de baux commerciaux, on voit qu'il y a vraiment une impossibilité de faire appliquer cette théorie, qui est plus seulement une théorie maintenant, hein, cet outil de l'imprévision de droit français, je parle, parce que les bailleurs institutionnels, systématiquement, insèrent une clause qui déroge à la possibilité, oui, à l'article 1195, et donc finalement, ça laisse peu de possibilités de pouvoir l'appliquer. En Italie aussi, ces deux dispositions que j'ai mentionnées sont des dispositions auxquelles il peut être dérogé, mais pas telles que. C'est-à-dire, on ne peut pas dire simplement l'article 1467 sur l'excessive onérosité ne s'appliquera pas. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer un certain nombre de cas de figure bien précis dans l'aléa du contrat. Voilà. Et si on a visé les cas de figure, je sais pas, la grève ou autre, dans l'aléa. Alors, si c'est dans l'aléa du contrat, la partie débitrice ne pourra plus faire valoir ce type d'outil. Sur les baux commerciaux, c'est intéressant en ce moment parce que ça fait penser à. Moi, je fais face aujourd'hui à énormément de preneurs ou de bailleurs qui renégocient leurs baux commerciaux, comme ça doit être dans votre exercice également, et qui essayent de renégocier parce que finalement, en fait, c'est ça ou un dépôt de bilan, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai des preneurs qui sont dans des situations difficiles, des bailleurs qui sont contraints de négocier, c'est-à-dire que le changement d'économie générale et puis la détresse dans laquelle se retrouvent les exploitants fait qu'on est obligé de renégocier le contrat. Bon, et ça, c'est un peu quelque chose qui relève d'un état de fait. C'est-à-dire que même si on peut penser à toutes les clauses d'imprévision de ce qu'on veut, s'il peut plus payer, il peut plus payer. Donc, on va faire d'accord. Hein. Donc, à ce moment-là, bon, alors on négocie des nouveaux protocoles avec des échéanciers de paiement, mais on demande des garanties. Bon, bref, il y a toute une discussion qui rentre là-dedans. Est-ce que le loyer pourra remonter ? Est-ce qu'il y a une clause de retour à meilleure fortune ? Mais c'est des contrats qu'on n'a jamais négociés et dans lesquels il faut, alors des échéanciers de paiement, on en fait, mais c'est à mon avis plus compliqué parce qu'il y a un aléa qui est cet aléa pandémique qu'on maîtrise finalement pas très bien. Et donc, je trouve ça très intéressant d'essayer d'avoir effectivement des inspirations dans le droit étranger. Et donc dire que on peut viser par exemple les cas, donner des clauses de retour à meilleure fortune avec des niveaux de chiffre d'affaires, mais qu'on reste sur ce principe général que tant qu'il y a un événement de force majeure qui réduit le chiffre d'affaires tel que on ne peut plus payer le loyer, eh bien le loyer n'est pas dû. Le loyer n'est pas dû. Et puis, l'autre moyen sur lequel on se fonde en Italie, enfin, en tout cas, nous, on l'a fait, et puis après, on a des résultats qui peuvent être variés, mais on a réussi à obtenir de renégocier avec des bailleurs, hein, donc pour des preneurs, notamment de commerce, de boutiques, donc le fondement sur lequel on a agi est celui de l'exception d'inexécution qui existe en droit italien telle qu'elle existe également en droit français, et le raisonnement est que le bailleur n'offre plus une jouissance, ne peut pas garantir l'obligation de délivrance de locaux pour une jouissance paisible, puisque les mesures du gouvernement ont imposé la fermeture. Le défaut d'exécution du bailleur n'est pas un défaut fautif, il est un défaut justifié par la force majeure. C'est lui qui peut invoquer la force majeure plus que le preneur finalement, puisque mais le fait est que moi preneur, je ne jouis plus du bien, et si le contrat, le bail n'est pas réglementé, cette question de la force majeure ou de la non-disponibilité et libre jouissance des locaux, mais si ça n'a pas été réglementé, nous, on a fait valoir l'exception d'inexécution pour demander non seulement la suspension, mais l'absence de paiement du loyer sur la période de fermeture obligatoire. Alors ça fonctionnerait jamais en droit français, parce que en droit français, il faut que le défaut de délivrance soit fautif. S'il n'y a pas de faute, pour moi, il n'y a pas d'exception d'inexécution en matière de baux commerciaux. Hein. Alors en Italie peut-être, mais en France, ça marcherait pas. Nous, on l'a fait valoir. Alors c'était, si vous voulez, un mix d'exception d'inexécution et d'excessive onérosité pour défaut
pour situation où l'absence de liquidité et l'absence de revenus entrant de l'exploitation des locaux créer une onérosité excessive de la poursuite de la relation et de l'obligation de paiement. Donc, alors après, il y a peut-être une exception. Après, il y a un doute aujourd'hui. On n'est pas allé devant le juge, hein, évidemment. Ouais. On est dans le cadre d'une négociation avec le bailleur. Mais disons que c'est acquis. Le résultat n'est acquis pour personne. Parce qu'on est dans une situation tellement exceptionnelle que ce sont des moyens qu'on fait valoir où chaque partie se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout à soutenir que j'ai le droit de ne pas payer, et le bailleur, est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout Oui, après c'est le risque du contentieux qui fait transiger. Le risque du contentieux. Mais si vous voulez, pour moi, dès lors qu'il y a faute, il n'y a pas exception d'inexécution, sauf éventuellement dans un cas, qui est un cas qu'on rencontre d'ailleurs en ce moment. Je pense à tous les grands groupes qui exploitent des galeries commerciales. Oui, dans le cas d'une galerie totalement fermées. Dans le cas de la galerie commerciale, s'il y a une fermeture qui est décidée par le bailleur qui exploite la galerie commerciale en application d'une mesure gouvernementale, on peut se poser là à ce moment-là un peu plus la question de l'éventuel défaut, de l'éventuelle faute et donc application de l'exception d'inexécution. Mais si la fermeture est appliquée à tout le monde indifféremment, que le bailleur et le preneur la subissent, ça me semble plus difficile en tout cas. Ouais. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur l'imprévision et la force majeure. Là, pour le coup, il y a des arguments. Okay. Un dernier point sur les baux commerciaux, une mesure intéressante, spécifique italienne qui a été adoptée par le gouvernement et qui était de façon à ne pas devoir finalement choisir ou privilégier le bailleur ou le preneur. Parmi les mesures qui ont été mises en place, le gouvernement a octroyé un crédit d'impôt en faveur du preneur à hauteur de 60% du montant du loyer du mois de mars. Okay. C'est intéressant. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été reporté, ça n'a pas encore été prorogé pour le mois d'avril. On espère que ça sera prorogé. Mais c'est une mesure intéressante parce que ça permet aux preneurs, avec un crédit d'impôt, sachant que la charge d'imposition pour une société entre l'impôt sur les sociétés et les impôts locaux est de l'ordre d'à peu près 40% de charge d'impact fiscal. Bénéficier d'un crédit d'impôt de 60% du montant du loyer, ça correspond à neutraliser complètement le coût du loyer du mois de mars. Et ce crédit d'impôt, la mesure a précisé une dizaine de jours plus tard que c'était un crédit d'impôt qui pouvait être utilisé en compensation avec tout impôt et toute charge dès le 25 mars. Donc, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas attendre 2021, avoir fait des bénéfices en 2020 que probablement on n'aura pas pour pouvoir imputer ce crédit d'impôt sur des bénéfices illusoires pour l'année 2020. C'est un crédit d'impôt qui est immédiatement utilisable par compensation avec d'autres dettes fiscales. Donc ça, je trouve que c'est très malin de la part de l'État. Malin, mais surtout, pour moi, c'est une vision politique qui est différente. Parce que quand on dit qu'il peut y avoir un report de loyer ou une suspension de loyer ou éventuellement une résolution du contrat, soit sur le fondement de l'ordonnance qui a été signée par le président, soit sur le fondement de la force majeure ou de l'imprévision, à ce moment-là, on dit que le coût de cette mesure, le coût de cette crise est supporté par les bailleurs. Alors que dans votre cas, il est mutualisé puisque le coût est supporté par l'État qui va devoir financer un crédit d'impôt. Donc on mutualise et on fait peser sur l'État le coût de la crise sanitaire en matière immobilière. Alors qu'en France, on fait supporter ce coût-là aux propriétaires bailleurs. Alors, c'est une question qui est compliquée. Est-ce que ça relève d'un problème de lobbying? Est-ce que ça relève d'une organisation économique? Je connais bien l'organisation du patrimoine foncier en France, mais je le connais moins bien en Italie. Je sais pas très bien, mais c'est vrai que, en tout cas, en France, ce qui a été décidé, c'est que, globalement, les foncières et les propriétaires immobiliers étaient considérés comme riches et qui pouvaient financer la crise. Ce qui n'est pas le cas en Italie. Mais vous avez parlé de suspension, de report. Oui. Pas d'abandon de la créance. Non. Donc, c'est reporté en termes de cash, si vous voulez. En termes de trésorerie, c'est reporté sur le bailleur. Mais en termes de fonds, c'est pas reporté du tout parce que le preneur qui va rouvrir sa boutique après 3 mois de fermeture, il va pas récupérer les 3 mois de chiffre d'affaires qu'il a pas fait. Donc, s'il n'y a pas un accord avec le bailleur pour
d'une certaine manière, essayer de répartir entre les deux cette période d'inactivité. Le fait d'avoir simplement reporté les échéances, neutraliser les clauses résolutoires et les pénalités, c'est simplement reporter le problème dans le temps. Donc, je trouve que c'est pas j'ai pas trouvé, j'ai bien regardé ce qui était fait en France également, j'ai pas trouvé que c'était une solution très créative. Non, pas très créative et surtout pas très sociale. Très intéressante, très intelligente cette mesure du crédit d'impôt en Italie. Pour l'instant, on l'a eu que pour le mois de mars. On espère vraiment que ça va être reporté également, enfin prorogé pour le mois d'avril, parce que ça permettrait de ne pas choisir entre bailleurs et preneurs et, comme vous dites, de mutualiser sur l'ensemble de la population un coût qui touche vraiment un secteur qui est vraiment dans l'œil du cyclone, quoi, de ces fermetures. Le secteur du retail souffre énormément. Ouais, puis c'est-à-dire vous avez raison en disant que c'est une suspension, et donc vous avez vraiment en Italie une mesure qui est plus interventionniste et plus protectrice que ce qui a été prévu en France en matière immobilière. C'est clair que c'est plus libéral. C'est sympa parce qu'on a fait un échange qui est vraiment juridique et, c'est vrai. Et qui est sur un contenu qui est pas, à mon avis, très disponible et très fréquent. C'est une vraie discussion de juriste, c'est intéressant. En plus, sur des concepts de droit civil profonds, quoi, enfin fondamentaux. Donc, oui, comme vous avez vu, avec des similitudes, mais aussi des différences, et puis des concepts qui peut-être, à l'origine ont un tronc commun et puis ont évolué différemment dans un pays et dans l'autre. Ouais, absolument. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabatir, @1862-6legal.com. À très vite!